Moi, les gens, ils me font rire quand je les entends. Oui, je veux être marchand de biens, c'est bon, j'ai trouvé ma vocation et tout. En fait, marchand de biens, c'est facile en théorie. La marge se fait à l'achat. Vous faites aucune marge à la vente. La marge, l'argent que vous gagnez, vous le faites à l'achat. Et quand c'est trop beau pour être vrai, C'est c'est que que ça c'est l'est. trop beau pour être, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et bonjour à tous, vous l'avez entendu, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu en introduction, maintenant je vous fais un petit teasing, je sais pas si je vais le faire à chaque épisode parce que ça prend du temps, mais on accueille Radou pour parler de marchand de biens, une profession qui en fait fantasmer plus d'un. Ça a l'air tellement simple, on achète, on revend, on prend une marge au passage, mais qui a des vrais risques, des vraies responsabilités et qui demande un vrai niveau d'expertise et de réseau. Radou, il va tout nous expliquer. On a été mis en relation en physique par notre ami David, aka David le plaquiste, qui partage très très souvent les épisodes de podcast. Merci à toi qui était passé, c'était un de mes premiers investissements sur le podcast. Ça doit faire 3 ans à présent. Sinon, vous vous en rendez bien compte, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, entre-temps, j'ai fait un petit séjour en Thaïlande pour un enterrement de vie de garçon. On est rentré en vie, c'est l'essentiel. Franchement, l'Asie, si vous n'avez pas été, c'est vraiment là où tout se passe. Le rythme, il est complètement fou. Nous, en plus, on y était pour vraiment pas longtemps. On a profité à fond, à fond, à fond. Donc, j'espère que l'épisode, vous avez apprécié que l'épisode, il sorte malgré tout. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'organisation. Mais voilà, malgré le décalage horaire, c'était incroyable l'Asie. Et puis là, je reviens, je sais pas, je suis super frais. J'ai très peu dormi là-bas, donc depuis, je dors super bien. Mais vraiment, l'Asie, il y a une énergie tellement incroyable là-bas. Tout le monde a un business, c'est fou. Vous montez n'importe où, dans n'importe quel taxi, dans n'importe quel tuk-tuk. On vous propose des business. Et vraiment, à toute heure du jour ou de la nuit, ça s'arrête jamais. C'est vraiment la vie à 100 à l'heure. Là où parfois, on a l'impression, le vieux continent, l'Europe, on voit bien la différence. Mais bon, alors autant il y a pas mal d'endroits où j'ai été en vacances récemment, La Réunion, le Texas, même à Madrid, où ce serait possible que je m'y installe. Autant là, à Bangkok, wow. Je pense que là, ce serait vraiment trop compliqué d'un point de vue culturel, d'un point de vue rythme de vie. Mais c'est toujours fou, franchement. Si vous avez jamais été en Asie, je pense que c'est un vrai objectif de vie. C'est là où le monde il tourne le plus vite en ce moment. Donc essayez d'y faire un petit tour. Et bien sûr, l'Europe c'est beau aussi hein, quand il pleut pas. L'Europe c'est très beau. Bon, malgré la mauvaise nouvelle, je sais pas si vous l'avez vu passer, je l'ai vu passer sur les réseaux. La France, donc on était champion du monde des impôts. Et maintenant, bon, avec les Belges et tout, on se tire la bourre de temps en temps. Et maintenant, champion du monde aussi, hein, avec les Belges, ils sont bien placés de l'index de criminalité en Europe. Donc, franchement, mais je sais pas ce qu'on fait, je sais pas ce qu'on fait de l'argent, mais vraiment, c'est sûr que c'est appréciable même. Bien sûr, faut pas faire n'importe quoi quand on voyage. On a quand même une sérénité qu'on a parfois du mal à retrouver dans certains coins. Mais bon, la France, c'est le plus beau pays du monde. C'est pour ça que de temps en temps, ça fait un peu mal au cœur de voir ce genre de classement. Mais c'est pas grave, faut juste trouver les bons coins. Et, et comment en fait se prémunir de la criminalité, je vais vous le dire, c'est en faisant des gros billets. Tout simplement, si vous regardez donc où que ce soit dans le monde, en fait, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui sont touchées par les cambriolages. Par exemple, c'est les gens qui habitent souvent par les agressions et tout. C'est les personnes qui habitent malheureusement dans les quartiers les plus pauvres, qui sont en fait le plus touchés par la délinquance. Forcément, si vous, rien que par exemple, vous avez votre propre voiture, c'est quelque chose de. Alors bien sûr, ça peut être une voiture électrique ou qui roule à l'eau ou à l'huile de friture, mais vous voyez, vous allez éviter énormément des incivilités peut-être que vous pourriez avoir au quotidien. Et c'est un peu pareil partout. Donc, c'était pas vraiment mon but, moi, au départ, quand j'ai investi, mais puis même dans toutes mes activités. Mais c'est vrai que le meilleur moyen, quand même, d'éviter un peu cette délinquance qui peut parfois pourrir la vie de certains, c'est, selon moi, en tout cas, d'avoir assez d'argent. Et du coup, on habite un peu dans les meilleurs endroits, dans les meilleures villes. On conduit des voitures, donc on se prive un peu de ça. On prend des vols, vraiment dans un vol long courrier pour
Même pour la Thaïlande, il y a personne qui vous cherche des problèmes. C'est pas voilà, c'est pas un bus pour je ne sais où. Bref, c'était pas le sujet du jour, mais ça fait toujours voilà, toujours on est là mettre en avant on dit toujours ouais, on paye les impôts, mais on sait pourquoi ils servent, à quoi ils servent. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi au moment de déclarer mes impôts, donc parce que j'ai déclaré mes impôts sur mes biens en nom propre détenus en France. Et du coup, on peut avoir que finance 1 000 € d'impôts. Je vais vous faire super court. Moi, je suis pas là pour faire de la politique, mais c'est quand même toujours intéressant de voir ça. Si par exemple, donc il y a la protection sociale donc on dit oui, les impôts ça sert pour la santé. Alors la santé, hop, je vous le dis, c'est 20% du budget, c'est la santé. Donc si vous donnez 100, vous récupérez 20. Après, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les infrastructures, on dit les routes. Donc là, c'est simple, c'est 1%, 10 euros. Ensuite, il y a, allez, on dit la police, 2%. L'armée, c'est 3%. Et la justice, c'est 0,4%. Donc voilà, c'est à peu près les fonctions, on peut dire, régaliennes de l'État. La santé, 20%. Et tout le reste, à peu près, la sécurité, 2-3%. Allez, au mieux, si vous avez, on va dire, entre 20 et 50 ans, vous touchez 25% à peu près des impôts que vous touchez. Et si vous pensez que vous n'aurez pas de retraite comme la plupart de mes auditeurs, et c'est pour ça que je vous invite à investir en bourse via ma formation, si vous le voulez, bourse de la théorie au gros billet, disponible sur grosbillet.com. Avec la formation, je vous explique comment avoir 1 million d'euros à la retraite. Parce que là, en fait, c'est 25% du budget de l'État. Donc, si vous pensez que vous n'aurez pas de retraite, vous payez déjà 25% de vos impôts. Eh ben, ils vont pour vos aînés et vos aïeuls. Et ben, on les embrasse, hein, on les aime très fort. Mais voilà, 25%, ça va pour eux. Et ça, ben, vous le récupérez jamais. Et ensuite, bon, bah, il y a la charge de la dette. Pourquoi pas, hein. Nous, on est investisseurs immo, on sait à quoi ça peut servir. Si c'est pour avoir des futurs, comment dire, des futurs revenus, ça irait. Mais bon, je suis pas sûr que ça serve à ça exactement. Donc voilà. En tout cas, c'est assez déprimant, hein, quand on voit à quoi servent les impôts. Et encore, là, ça vient directement du site des impôts. Donc forcément, c'est un peu subjectif. Mais voilà. N'oubliez pas de déclarer vos impôts, hein, c'est le moment. Et j'espère que vous avez des déficits parce que vous avez acheté plein de biens immobiliers récemment. Bref, sinon, voilà, en parlant d'impôts, je vais vous raconter quelque chose et je vais vous faire une proposition. Dites-moi si ça vous intéresse. Vous me commentez, je vais vous mettre peut-être un petit lien sur mon site également, sur grosbillet.com. Si ça vous intéresse, ça vous engage à rien, bien sûr. Mais en fait, je suis parti. Donc, j'étais à l'enterrement de vie de garçon de mon banquier, qui était un ami, enfin d'un de mes banquiers, parce que j'ai des banques dans plusieurs pays et des emprunts, même plusieurs emprunts dans plusieurs banques en France. Mais donc, c'était un banquier qui est en partie mon banquier. Et donc, c'était un ami de cours. Moi, vous le savez, j'ai étudié la finance pendant longtemps. C'est pour ça que je vous propose cette superbe formation Bourse de la théorie au gros biais. Et j'étais avec 2 experts comptables et du coup, dont un, bah voilà, pareil, c'était un ami bien avant d'être mon expert comptable. Et en fait, j'ai discuté avec lui. Il parlait de plein de choses. Il parlait de comment ça se passe les contrôles fiscaux, de qu'est-ce qu'on peut déduire, ce qu'on peut pas déduire. Mais vraiment, la phase, on va dire pas la théorie, hein, la pratique, combien ça coûte quand c'est raté. Lui, vraiment, il a pas mal optimisé, hein. Il m'a raconté beaucoup de choses. Par exemple, il m'a expliqué qu'on pouvait payer que, si on a des enfants, que 15% de la crèche. Si voilà, si c'est bien organisé, on peut payer que 15% du coût de la crèche quand on a des gros revenus. Donc, je pense que c'est intéressant. Mais il parlait aussi de les voitures électriques, comment ça peut être super intéressant, comment passer des frais qui pourrait s'apparenter à des frais perso, mais sur société, et puis après plein d'autres questions d'optimisation et tout. Il est vraiment solide en tout cas. Bref, j'ai eu une idée. Je sais que j'en avais déjà parlé à quelqu'un, mais en tout cas, voilà, ce que j'ai eu comme idée, ce serait que on crée donc en fait qu'on organise 3 sessions avec mon expert comptable. Alors, ce serait que pour les entrepreneurs, hein. Ce serait pas vraiment pour les investisseurs parce que en fait, les experts comptables, c'est pas du tout là-dessus où ils font leur argent et puis même intellectuellement, c'est pas très intéressant. Les CIALIS et puis les LMNP. Mais donc pour les entrepreneurs, si ça vous intéresse, en fait, je pensais organiser, donc ce serait payant, hein, forcément,
Ce serait à mon avis une centaine d'euros pour 3 sessions. Et en fait, on ferait 3 sessions avec mon expert comptable. Moi, je ferais un peu l'animateur, je lancerai les sujets et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On ferait 3 sessions, soit le midi, soit entre... Ça, c'est encore à définir. Mais donc, dites-moi si ça vous intéresse. 3 sessions, on serait maximum 10. Et dans ces sessions, on pourrait parler d'un peu tous les sujets qui vous préoccupent, qui vous intéressent. Ce serait bien sûr pas enregistré pour que justement la parole soit libre. Et donc en fait, même si vous voulez lancer un business, hein, c'est pas forcément si vous avez un business existant, mais voilà, de toutes les préoccupations que vous pouvez avoir un peu, parce que tout le temps on me demande des questions, voilà, de comptable, expert comptable. Donc je pense que ce serait vraiment un bon point. Franchement, ça coûterait une centaine d'euros, donc ce serait pas le bout du monde. Et puis, les bons conseils d'un expert comptable, ça peut rapporter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc voilà. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message, grosbillet.com. Vous avez tous mes liens, sinon sur Insta, sur Telegram. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc je pensais que c'était vraiment une bonne idée. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai parlé des coachings physiques je crois que c'était il y a 2 semaines. Donc là, on a eu des contacts. Donc en fait, on en organise que 3. Si vous voulez qu'on vienne chez vous, en tout cas vous rencontrer. Donc j'ai eu l'idée d'organiser des coachings physiques avec une investisseuse, une entrepreneuse, une qui a dit bye bye patron. Donc on viendrait à 2. Comme ça, on aurait les deux pendants, le pendant masculin et féminin. Je trouve que c'est très intéressant. On a souvent des peurs, des craintes, des objectifs, des motivations qui sont différentes. Et donc, je trouvais ça très intéressant de venir à 2, si ça vous intéresse. Et puis, donc, parler investissement immo, investissement financier, entrepreneuriat, business en ligne, side business et location courte durée. Et éventuellement, si ça vous intéresse, donc, on a déjà eu quelques contacts. Donc, il y aura que 3 places. Donc, les 3, une fois que c'est pris, c'est pris. Et puis ensuite, ce sera pour 2025. Donc, n'hésitez pas. Pareil, info@bybypatron.net ou alors Instagram, Telegram. Vous avez toutes mes données. Et ensuite, le quatrième point que je voulais aborder avec vous, hop, allez, je vais en faire que 5, mais je vais essayer d'aller vite. Quatrième point que je voulais aborder avec vous, la bourse, justement, on revient dessus. Le CAC 40 a atteint son ATH, comme on dit, all-time high, il y a moins d'une dizaine de jours, en tout cas au moment où j'enregistre cette intro. Donc voilà, je vous en parle depuis le début de l'année. Je comprends tout à fait. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de souscrire à mes formations, aussi qualitatives et bon marché qu'elles soient. En tout cas, avec un rapport qualité-prix imbattable. Mais posez-vous vraiment la question. Ça fait depuis que j'ai lancé la bourse la formation que on me dit, mais ça c'est en dizaines de personnes. Ah ouais, je veux me lancer, je dois me lancer, je veux me lancer, je dois me lancer. Là, il a atteint. Vous attendiez quoi en fait? Parce que là, on y est, quoi. On est au all-time high. Alors, il y a des études qui montrent, je crois, que, en fait, 1 jour sur 3 en bourse, quasiment, on est, c'est pas parce qu'on est au plus haut que, il y a plus de probabilité de descente. C'est plutôt l'inverse. Plus on est haut, plus il y a de probabilité que ça monte. Mais, voilà. Ça a déjà pris 15%, je pense, depuis le début de l'année, le CAC 40. Donc, vraiment, le truc le plus bidon. Ça prend moins d'1 heure en tout à vous lancer et investir si vous voulez sur un truc hyper facile comme le CAC 40. De toute façon, je vous explique tout dans la formation. Mais franchement, prenez votre avenir financier en main. L'immobilier, c'est super bien, ça a beaucoup de qualité, mais la bourse, c'est super passif. On investit ce qu'on veut chaque mois, on n'a pas d'imprévu, on n'a pas un coup 10 000 euros à sortir parce qu'il y a une nouvelle loi sur l'isolation, que sais-je, qui est sortie, ou voilà des travaux qui n'étaient pas prévus dans la copro. Donc c'est vraiment ce qui est le plus simple et ce qui paye à plus long terme. Donc c'est un peu comme prendre soin de sa santé, prendre soin de son sommeil. Selon moi, hop, ça demande aucun talent, aucune intelligence. Et si, je voulais vous parler d'un petit point. Je sais pas, je pense qu'il m'autorisera parce que tout sera anonyme. Je parlais avec un ami et il m'a raconté, je vous la fais super courte, que en fait il y a quelqu'un qui connaît très 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 loin qui est décédé et elle avait un compte placé depuis les années 80. Elle avait 100, je crois 100 ou 101 ans et il m'a dit que donc c'était pas pour lui l'héritage malheureusement, mais que sur ce compte il y avait plus de 4 millions d'euros. Donc on voit vraiment
l'effet des intérêts composés quand on a 100 ans. Donc elle, bon, voilà, ça devait faire 50 ans à peu près, peut-être qu'elle avait posé l'argent ou 40 ans. Mais 4 millions d'euros, c'est quasiment, on va dire, sauf si vous êtes un entrepreneur hors pair, un investisseur hors pair, mais si vous partez de zéro, c'est quasiment impossible à faire. Voilà, je vais pas vous le cacher. Enfin, pour le commun des mortels, 4 millions d'euros, c'est à peu près 100 000 euros par an pendant 40 ans d'économie de patrimoine. Donc, vous voyez bien que ça peut être compliqué, même si vous avez 35 ans aujourd'hui, épargner 100 000 euros par an, ça peut être compliqué. Mais ça, on le voit avec la puissance de la bourse, justement. J'avais fait un petit graphique dans la formation, donc avec au bout de 30 ans d'investissement boursier, si on investit 400 euros par mois, on touche 90 000 euros par an. Et ensuite, c'est exponentiel. Donc là, oui, on y arrive si on vit très très longtemps. Après, le but, c'est de profiter de l'argent avant ses 100 ans. Mais c'est vraiment le premier exemple si concret de somme si importante que j'entends. Et donc voilà, ça existe vraiment les intérêts composés. Hop, et après ça fait des histoires au moment de l'héritage. Donc pensez à faire des gros billets et ensuite pensez à tout claquer. On vit qu'une fois, faut en profiter. Donc voilà. Et dernier point que je voulais voir avec vous, c'était l'intelligence artificielle. Vous savez, j'utilise beaucoup et je me disais, ce serait bien de faire, par exemple, un call de groupe Zoom sur l'intelligence artificielle, qui s'en sert pourquoi. Et éventuellement, bah, je pourrais vous partager un peu mes usages et puis ben, ceux qui s'en servent, ils pourraient partager les leurs et puis ceux qui s'en servent pas, ils pourraient apprendre de ceux qui s'en servent également. Donc, si ça vous intéresse, pareil, vous m'envoyez un petit message, un petit mail, même, allez, vous avez le droit à un petit vocal, mais de 10 secondes max. Allez, on attaque l'épisode avec Radou. Je suis en pleine forme, comme vous le voyez. Et bah, je vous souhaite une bonne écoute et de prendre vos notes pour l'activité de marchand. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, bah, c'est un invité, on a mis quand même 5 mois à trouver une date, hein. On est avec Radou, qui m'a été présenté par un auditeur fidèle et même un ami, à savoir David, qui est David le plaquiste, à savoir le quarantenaire le plus en forme de tout l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, salut Radou, comment ça va? Salut, salut, ça va et toi? Ça Ouais, va en très tout bien. cas, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a galéré puisque du coup j'ai des plannings un peu chargés Ouais. et surtout le contexte actuel qui est un peu, comme tu le connais, pas terrible. Du coup, il faut que je mette plus la main à la pâte. J'ai moins le temps de faire du contenu et de faire des interviews, mais ça me fait plaisir qu'on ait pu trouver un moment pour le faire. Yes. Donc aujourd'hui, on va parler immobilier locatif, on va parler foncière, on va parler marchand de biens, on va parler contexte pour les marchands avec la hausse des taux, plus hausse des matériaux qu'on a connu un peu de façon ininterrompue. Et on va faire une toute petite parenthèse aussi, immobilier en Roumanie, vu que toi, tu es d'origine roumaine, peut-être tu pourras nous donner un peu des pistes. C'est vrai que j'ai eu des invités J'ai fait pas mal, je pense que j'ai dû faire une quinzaine de pays, mais pas encore la Roumanie. Donc, si tu Encore. pourras, si tu pourras nous donner quelques clés, parce que j'aime bien comparer, voilà, savoir qu'est-ce qui est possible de faire dans un pays et dans un autre. Donc, écoute, je te laisse te présenter rapidement. Et je suis sûr que tu as une anecdote. Moi, mes podcasts, je demande toujours aux invités de raconter une petite expérience insolite ou tu vois, une galère qui a pu leur arriver, surtout un peu dans leurs premières années de vie professionnelle. Je sais pas si toi, tu as toujours été dans le bâtiment, si tu as fait un chantier qui était galère, si tu as pu avoir voilà, une expérience un peu J'en ai une tonne, il faut improbable. que je sélectionne en fait. Yes. On Mais va en tout cas, partir, non, mais on va partir je te laisse te depuis présenter. le début. Yes. Yes. Du coup, je m'appelle Radu Murariu. Je suis en France, donc je suis d'origine roumaine. J'ai vécu en Roumanie mon enfance. Je suis parti ensuite en Tunisie à l'âge de 10 ans, où j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai passé mon bac dans une école française à Tunis. Et du coup, après, logiquement, enfin, vers la France pour pouvoir continuer mes études. À la base, j'étais pas du tout dans l'immobilier, pas du tout dans la partie marchand ou travaux, etc. J'étais plus, je voulais être commercial, je voulais bosser dans le commerce. Et puis voilà, je me suis rendu compte que je préfère être mon propre patron
Et je suis tombé dans l'immobilier par hasard en achetant un appartement et en voulant le rénover. Et quand j'ai vu le prix des rénovations et quand j'ai vu que je pouvais le faire pour beaucoup moins cher en ramenant un ou deux ouvriers de mon pays natal, j'ai vite changé de direction. Du coup, ouais, j'ai monté ma boîte il y a à peu près 15 ans dans le bâtiment et dans la rénovation. Et j'ai commencé à faire au début des tout petits chantiers. Je faisais des petites pièces, des caves pour les gens, plutôt des copains au départ. Et de fil en aiguille, j'ai connu des architectes. D'ailleurs, j'ai bossé pendant pas mal d'années avec Stéphane Millet, l'architecte que vous voyez sur la Maison France 5, Ok. motard, tatoué avec son petit chapeau. Très très sympa d'ailleurs. Mais du coup, moi après, on travaille plus ensemble depuis de nombreuses années parce que lui, il fait beaucoup de choses sur Paris, il fait pas mal de choses un peu pointues et beaucoup pour les particuliers. Et moi, j'ai préféré faire plutôt professionnel. Donc, on fait beaucoup d'hôtels, de restaurants. Là, je suis en train d'en faire deux là sur Lyon, deux restaurants pour des amis marseillais. Et je fais pas mal d'appartements destinés à la location. Donc, que ce soit des, euh, des petits studios ou bien on est en train de faire des colocs pour une boîte qui s'appelle Cataneo. C'est des partenaires avec qui on bosse depuis de nombreuses années à Lyon. Du coup, c'est un peu particulier parce que du coup, on rénove des appartements où je ne rencontre pas le propriétaire. Je ne sais pas qui c'est le propriétaire. Ok. Voilà, on me fait une visite. D'ailleurs, j'en ai une demain matin. On me fait une visite d'un appartement. On me dit voilà ce qu'on doit faire. On se met d'accord sur un budget parce que du coup, c'est pas vraiment du devis. Ça fait plus budget, bien entendu, suivi par un devis parce qu'il y a quand même un contrat et une partie légale à respecter. Mais on fait pas mal de projets comme ça. Mais c'est Et de l'immobilier clé en main qu'ils font? Ou c'est ça, une grosse société qui fait que du locatif? Ça se passe comment? C'est de l'immobilier clé en main. Donc, Ok. eux, ils proposent les biens immobiliers à leurs clients clé en main. C'est-à-dire qu'ils vont faire la rénovation, enfin, l'acquisition, la rénovation complète c'est moi leur partenaire. Ensuite, ils font l'ameublement, ils font la cuisine, ils font tout, les meubles, la déco, etc. La gestion locative complète du bien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont juste à dire oui au projet. Et en plus, maintenant, ils ont tellement de partenaires que même, je pense qu'en termes de financement, ils les aident, en termes de, d'investissement par rapport à leur taux d'endettement, par rapport à leur capacité, etc. Ils leur proposent des biens plus ou moins chers, plus ou moins grands. Voilà. Et du coup, c'est un peu sympa de pouvoir faire beaucoup de projets, parce qu'on en fait quand même un à deux par mois, neuf, Ok. avec eux. Donc ça, c'est un de mes clients, mais voilà, vous imaginez, enfin, il y a quand même, je pense qu'on en fait une quinzaine par an. Et du coup, c'est quand même du boulot garanti pour moi qui est plutôt intéressant. Et après, bon, j'ai entre guillemets mes clients habituels avec qui je bosse, qui eux achètent aussi. Mais j'essaye de faire de moins en moins du particulier. Comme tu le sais bien, les particuliers, c'est un peu plus euh, chiant, on va dire, sans être voilà. Non, mais dans Ah le ben, au moins, sens, tu c'est que as la récurrence, c'est ça. Parce que toi, tu connais les gens, tu sais avec qui tu travailles. Alors que les particuliers, bah, à part quelques exceptions, dont les auditeurs, mais les gens, ils vont non, faire un projet, deux projets, s'ils vont habiter dedans. En plus, il va y avoir un peu de l'affect et tout ça. c'est Alors que exactement quand tu as une ça. boîte clé en main, en gros, elle vend une renta, donc elle sait combien elle a acheté, elle sait combien il faut faire de travaux, elle sait combien ça va louer. Et puis, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas, échange pas d'avis, vous n'êtes pas sur la couleur des murs, enfin, tout ça, c'est prédéfini, quoi. C'est Tout ça, c'est ça qui est beaucoup plus simple. standardisé. C'est standardisé. Du coup, on a des teintes de gris clair, de plafond blanc, des carrelages, c'est toujours les mêmes. C'est des bacs à douche blancs, des parois noires. Enfin, on a un cahier des charges. Et du Mm. coup, ça me permet, moi, d'avoir du matériel d'avance pour avoir des prix plus intéressants. Ça me permet de garantir, par exemple, quand je vais faire des projets en marchand, euh, puisque je suis aussi marchand. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais du coup, j'ai une autre société, j'ai une autre casquette, donc je suis marchand de biens qui
a vocation à prendre le dessus sur la partie travaux. J'aimerais faire beaucoup plus de marchands et du coup, mon objectif, ce serait plus de faire travailler mes équipes que pour moi, que pour la partie marchand. Donc, j'aurais la Mhm. société, donc actuellement, je fais, vu le contexte actuel, je fais beaucoup moins d'opérations marchandes que j'aurais voulu faire, mais dans le futur, là, ça commence à se décanter, ça commence à aller un peu mieux. Je souhaiterais faire beaucoup plus d'opérations d'achat de petits immeubles où je vais passer 4-5 mois à rénover par mes équipes. Donc, du coup, t'imagines, les coûts de rénovation sont quasiment divisés par deux, puisque du coup, je suis quasiment au brut, quoi. Et surtout, j'ai des petites techniques, des petites choses que j'ai appris au fur et à mesure des années pour pouvoir rentabiliser le matériel. Je travaille avec du déstockage, par exemple. J'ai un très bon ami ici qui a ouvert une carothèque de déstockage. Donc, j'ai des carrelages de très grand format, par exemple 1,20 m par 60 ou 1,20 m par 1,20 m qui sont très, très beaux, qui sont à 80 €, 90 € au magasin. Je les touche aux alentours de 15 balles, quoi. Donc, Ok. donc, je peux Ouais. proposer de la presta haut de gamme tout en ayant les coûts d'un moyen de gamme en termes de produits, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est des choses et c'est des gens que Et j'ai connus au fur et à mesure des années. C'est pas, voilà, moi, les gens, ils me font rire quand je les entends. Oui, je veux être marchand de biens, c'est bon, j'ai trouvé ma vocation et tout. En fait, marchand de biens, c'est facile en théorie, mais t'achètes, tu marchand, rénoves, tu revends. là, Ça a l'air simple voilà, sur le ça veut papier. dire les formations que tes auditeurs ont en ligne en disant, mais je vais te faire une formation marchand de biens. Moi, je peux la faire, cette formation, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est très, très simple. La théorie, elle est super simple. Sur le terrain, il faut, il faut donner de soi, en fait. Il faut donner beaucoup de son temps. Faut aller faire des soirées, rencontrer du monde. Comme toi et moi, on s'est rencontrés d'ailleurs à des Hmm. soirées où à la base, je n'avais pas forcément envie d'y aller. C'était un vendredi soir et on me dit, bah, viens, il y a une petite soirée sympa. Et ben, c'est ça. C'est aller discuter avec les gens, aller trouver des partenaires et pas hésiter au départ à se dire, je vais pas acheter tout seul, je m'y connais rien, je vais trouver un ami qui est marchand depuis des années et je vais faire une opération avec lui. Même si vous gagnez rien sur l'opération, vous allez gagner de l'expérience. Quand je dis rien, c'est presque rien, mais vous allez gagner de l'expérience. Et en fait, le Bon Coin, franchement, j'ai dû faire peut-être 2 opérations marchands, mais c'était parce que c'était des particuliers qui vendaient, ils n'avaient pas du tout conscience du prix de l'immobilier qu'ils vendaient. Mais à part ça, c'est très, très rare. Les gens qui disent, mais moi, je passe mon temps sur le Bon Coin, bon courage. Moi, je passe mon temps en soirée, je rencontre des gens, je parle à des agents immobiliers qui vont me dire, en amont, avant qu'ils publient leur annonce en off-market, comme on dit, de me proposer des biens immobiliers que je peux acheter, rénover et leur donner à eux pour revendre. Ça, c'est ça qu'il faut. C'est Hmm. ces partenaires-là. C'est eux qui vont vous donner du business. Donc, il faut aller voir les agents immobiliers, aller voir les sociétés de travaux, parce que vous allez galérer au départ. Vous allez trouver une société de travaux qui vous dit, mais moi, je suis la meilleure société de travaux qui existe. Ouais, non, il faut une bonne société, il faut que ce soit équitable, il faut que la personne qui vous fait les travaux gagne aussi sa vie. Quand le mec il vient et qui vous dit, moi parfois je propose des devis et j'ai les clients qui vont me dire, mais non, mais j'ai quelqu'un qui fait 2 fois moins cher que toi. Je lui dis, bah je peux te parier aujourd'hui que dans 6 mois tu vas m'appeler et tu vas me demander de terminer son chantier parce qu'il y aura eu des problèmes, parce que il va te demander des rallonges, parce que c'est l'habitude que j'ai depuis 15 ans que je fais ce métier. Il y a des choses qui ont un prix. Et les gens qui négocient à fond avec leur entrepreneur, ouais, j'ai gagné 1 000 € de plus. En fait, c'est une grosse connerie. Les gens, ils vont pas vouloir travailler avec vous si vous leur faites pas confiance et si vous leur donnez pas le juste prix par rapport au travail qu'ils effectuent. Et à ce moment-là, vous trouvez des partenaires, des sociétés de travaux, des autres marchands de biens, des, euh, des agents immobiliers qui vont vous proposer de l'immobilier acheté, des banques qui vont vous donner de l'argent ou d'autres personnes qui vont vouloir faire de l'investissement avec vous. Tout ça, c'est pas en une journée. C'est pas une formation en ligne qui vous dit, bah voilà, c'est comme ça que tu vas être marchand. Non, il vous faut des semaines, des mois, des années
de recherche, de soirée, il faut essayer, quoi. C'est très, très particulier comme C'est métier, un hein. métier qui est très avancé, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Enfin, de toute façon, après, il y a des personnes qui veulent aller trop vite, peut-être, qui veulent directement se lancer là-dedans. Mais la plupart du temps, c'est quand même des investisseurs qui sont déjà avisés, qui font du marchand. Et après, il y a énormément de responsabilités, hein. Ça change, ça a rien à voir entre louer un appartement et puis faire des travaux pour du marchand. T'es professionnel de l'immobilier. Même si je dis pas de bêtises, même si c'est revendu, racheté, revendu, tu peux encore être responsable des travaux. Donc forcément, c'est pas du tout la même chose. Si tu veux, on va juste reprendre un peu au départ et après on va dérouler. Donc toi, donc t'avais dit, tu faisais quoi en fait au moment où tu as lancé ta société de travaux? T'avais un autre emploi à côté. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de personnes, ils veulent se lancer, devenir entrepreneur ou que sais-je. Et et J'ai, la façon la plus sûre, entre guillemets, c'est quand même au moins au départ d'avoir d'autres sources de revenus, surtout quand on commence, quand on a 40 ans ou 35 ans, qu'on a pu faire un peu d'argent, là, c'est moins grave. Mais toi, tu avais peut-être 25 ans ou même pas quand tu t'es lancé. C'était quoi ta situation à ce moment-là? alors, en fait, je rentrais des États-Unis et j'avais un poste, un gros poste aux États-Unis et je suis rentré pour une femme, pour mon ex. Euh, et puis, on a décidé d'acheter un appartement ensemble. Et c'est là où Donc toi, m'est venue cette idée. t'avais pas d'emploi à ce moment-là. Si, bah, en fait, j'ai trouvé un emploi en tant que commercial pour Galerie Lafayette, mais Ok. c'était entre guillemets le temps de rentrer quelque chose, de trouver un vrai job. À la base, je voulais Ok. vraiment continuer je voulais être responsable commercial pour un grand groupe. Je voulais voyager, je voulais faire des deals à l'international, etc. Et puis, euh, et puis non, l'immobilier m'est tombé comme ça dessus. Ok. Moi, j'aime bien parce que je suis plus créatif. C'est vrai que j'ai cette facilité avec les gens. Je peux aller parler à n'importe qui dans la rue et faire copain avec pas mal de gens sans avoir cette honte ou cette gêne que ont beaucoup. Et, bah, c'est pour ça qu'on s'est connus aussi en soirée. C'est que moi, j'ai tendance à tourner, à essayer de parler à un maximum de personnes. Et, euh, et du coup, étant un peu extroverti, on va dire, j'aimais bien aller au contact de gens que je connaissais pas pour essayer de leur vendre mes compétences alors que j'en avais pas. Euh, et bah, tu vois, tu peux parler d'une anecdote. J'en ai plusieurs, mais je vais t'en dire une super sympa. Je suis, c'est mon tout premier chantier. Je suis à Genasse. Je fais un chantier pour une villa, pour un footballeur de l'Olympique Lyonnais. Je peux pas te dire le nom. Mais l'architecte Stéphane Millet, que je salue, euh, était mon tout premier chantier. Mon tout premier gros chantier. J'avais fait des tout petits chantiers, comme je t'avais dit. Je Mhm. commençais par des petites pièces, un peu de peinture, un peu d'enduit, etc., que je faisais bien entendu moi-même au départ. Euh, mais ce chantier-là, je me souviens comme si c'était hier. On était sur la terrasse, sur la baie vitrée, l'ancienne baie vitrée de la maison. Ils avaient collé tous les plans et il y avait peut-être une dizaine de personnes. Et sachant que je faisais le plus gros, c'est-à-dire la démolition, la plâtrerie, la peinture, les menuiseries, la façade, je faisais vraiment le plus gros. Donc, je faisais pas l'électricité, la plomberie et il y avait une société qui faisait de la domotique, il y avait plein de trucs comme ça que je connaissais pas. Et tous ces gens-là me regardaient et me attendaient à ce que je leur donne un timing et un planning pour leur intervention. Je comprenais absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils parlaient entre eux, ils se connaissaient, ça se voyait qu'ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Et ça parlait, ah, mais du coup, toi, ton fourreau de 40, tu le mets là, ta gaine de 12, ton câble HDMI, ça passe par ici, et du coup les évacs, les évacs, les eaux chaudes, les eaux froides, je comprenais absolument rien de ce qu'on me disait. Et je me souviens, je me souviens d'avoir, les gens me posaient des questions en disant, bah, Radou, du coup, quand est-ce que je peux venir passer mes gaines dans tes doublages, etc. Gaines dans le doublage, point d'interrogation. Donc, je notais sur une feuille et je disais, bah, écoute, là, je dois mettre en place le planning. Je peux pas te répondre tout de suite. Donne-moi quelques jours et je reviens vers toi avec le planning de ton intervention. Et en fait, j'ai passé 1 heure à noter chaque mot-clé que j'entendais de leur bouche. Câble, gaine, euh, cloison, doublage. Je comprenais rien, en fait. Je comprenais rien. Et j'ai passé des heures
sur YouTube à regarder des vidéos de comment on monte une cloison, comment on passe un câble, voilà, comment on fait l'eau chaude, l'eau froide dans un appartement, comment. Et ensuite, la semaine d'après, je suis venu en connaisseur en disant, voilà, toi, tu interviens telle date, moi, je dois faire la structure, je dois faire ça, c'est bon. Et du coup, les gens étaient, ils avaient l'impression que je faisais ça depuis des années, alors qu'une semaine avant, je ne savais absolument rien. Yes. Ouais. Donc, Et fake, tu connais le fake ouais, it till fake it you till. make it. Ouais. Moi, c'était pareil, hein. Au début, pour les appartements, je comprenais bien comment acheter, les financements, tout ça, j'ai assez vite compris. Mais les travaux, je suis toujours pas expert en travaux, mais bon, j'en ai fait faire plusieurs fois. Et en fait, j'ai fait venir des artisans. Et c'est ça, en fait, j'ai noté tout ce qu'ils disaient. Le premier était un peu cramé parce que lui, il voit bien que tu comprends pas trop. Après, le deuxième, tu lui répètes ce que le premier a dit, plus il rajoute des trucs. Et puis après, au bout de deux, trois, c'est bon, t'as un peu, ensuite, tu suis les chantiers. Et ça se passe pas trop mal. Et comment tu avais fait pour avoir ce chantier, vu que tu étais un peu débutant? En fait, moi, j'ai fait plusieurs petits chantiers et j'ai fait un chantier dans un petit studio à la location. Et il y avait une société, c'est un Italien qui faisait des menuiseries, des fenêtres en aluminium, je me souviens. Et j'ai fait ça avec mon gars Yuri, qui est aujourd'hui mon associé. Donc, il y a 15 ans en arrière, je l'ai fait venir de la Roumanie. Aujourd'hui, il est devenu mon associé. Mais Yuri faisait du hyper bon boulot. C'est-à-dire, en fait, en termes le chantier était hyper propre, comme aujourd'hui, hein, super rapide, super bien organisé. Et du coup, l'Italien a vu la qualité de travail qu'on avait fait et m'a dit, bah, écoute, je vais te présenter à l'architecte principal qui me donne le plus de boulot parce que tu me comprends dans la manière de travailler et j'aurais préféré par rapport au plaquiste avec qui je bosse actuel, qui est pas très bon, j'ai préféré que ce soit toi. Et donc, il m'a présenté un après-midi et bah, l'architecte, en fait, c'est hyper simple. Hein, pour quelqu'un, par exemple, qui veut lancer une boîte dans le bâtiment, c'est, ou bien être architecte, ou bien voilà. La manière de convaincre une personne, c'est d'essayer de pas être partenaire avec lui, c'est juste qu'il t'accorde une seule chance. Vous leur dites, je veux essayer une fois. On se fait un chantier, un petit chantier, faites-le avec moi. Même si vous avez 10 autres partenaires, faites-en un avec moi. Si ça se passe mal, vous ne me verrez plus jamais. Et je conseille aux gens qui font ça de donner 200% pour ce chantier-là et de faire un prix. Moi, j'avais fait un prix très, très bas. Je gagnais presque pas sur le tout premier chantier que je fais. Parce que je me suis dit, cette personne-là a de l'influence, va pouvoir me donner des dizaines et des dizaines de chantiers. Et c'est ce qui s'est passé. Grâce à lui, j'ai été propulsé. J'avais tellement de boulot, je savais plus comment faire. C'est-à-dire que, je vous dis, enfin, j'avais eu deux gars. Peut-être 2 mois après, j'avais 11 salariés, quoi. Je suis Ok. passé de 2 à 11. Voilà. On m'a dit, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de, on va faire ce cabinet-là, on va faire ça. Et moi, je passais du coup de fil en Roumanie, s'il vous plaît, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de gens. Et c'était particulier, hein, parce que c'était à l'époque où la Roumanie n'était pas, était en l'Union européenne, mais n'était pas dans l'Union européenne de la libre circulation des gens pour travailler. Et donc, il a fallu que je fasse des dossiers à la main-d'œuvre étrangère, que je justifie chaque salarié, qu'il ait chacun son. Enfin, c'était compliqué. J'avais des classeurs comme ça pour chacun. Mais ça va. Je ne me suis pas découragé. Donc, du coup, j'ai continué sur cette lancée-là. Après, j'ai fini par vendre la toute première boîte que j'avais fait. Je me suis associé. J'ai fait, enfin, ça a continué différemment. Et j'ai fait un choix de pas grossir. Moi, j'ai pas voulu faire une boîte où il y a 50 salariés, où on fait des rénovations, 600 chantiers par an. Et non, Mm. moi, voulais plus me focaliser sur la partie immobilier et plus apprendre et faire des opérations marchands et faire, voilà. Donc, l'argent que je prenais là, j'essayais Récupérer d'acheter de toute la marge, en l'immobilier. fait, du projet. C'est ça C'est ton ça. objectif, en fait, du début à la fin, récupérer toute la marge. J'aime beaucoup commencer un projet, notamment en rénovation. J'aime beaucoup commencer. Mais je suis quelqu'un qui se lasse très vite. C'est pour ça que je j'ai pas voulu grossir l'entreprise et dire c'est l'entreprise
qui est, vous savez, les gens, ils créent leur boîte, c'est leur bébé, du coup, ils mettent le Mm. max. Moi, je fais ça donc j'ai mon entreprise pour pouvoir, à côté, développer mes autres activités, en fait. Et du coup, c'est ces activités-là que je peux passer, entre guillemets, du temps. Je lance un projet. J'ai eu aussi des restaurants que j'ai fini par vendre parce que la restauration, c'était pas ce que j'aimais. Mais avec ma femme, on avait eu deux restaurants, hein, à un moment Ok. donné. Donc, en même temps que le bâtiment, en même temps que le marchand, en même temps, on s'est acheté une maison, en même temps, deux restaurants. Donc, voilà. Et je préfère largement l'immobilier et la transaction. La partie marchand de biens, c'est ce qui me plaît. C'est que c'est Ok. des projets qui sont sans arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est renouvelé. Vous faites un truc, vous faites une opération, vous avez vendu, les gens, moi, ça me fait plaisir quand je vois une famille qui visite et qui dit, oh, c'est trop beau, on a trop envie d'habiter ici, et je sais qu'ils y habitent, et je sais qu'ils sont contents. Et en plus, j'ai tendance à faire un peu de suivi chantier, c'est-à-dire que les gens, ils vont acheter quelque chose, je sais pas, il va y avoir un robinet qui fonctionne pas bien ou quelque chose. Et ben, c'est pas grave, je vais pouvoir envoyer un de mes gars pour résoudre le problème, même si je suis pas obligé, hein, mais bon, je me dis, ces Mm. gens-là, ils vont me recommander à quelqu'un d'autre, et puis, voilà. Yes. Et oui, parce que ce que je pense beaucoup de personnes qui sont pas marchands ont à l'esprit, ils voient le marchand comme quelqu'un, c'est le but, tu gagnes de l'argent sur l'opération, mais en fait, le- ce qui est à peu près fixe, c'est ton prix de vente. Alors que les personnes, ils vont penser qu'un marchand, il va en gros arnaquer les acheteurs finaux, plus ou moins, tu vois, enfin, ça pourrait être une fausse croyance qu'on pourrait avoir, sauf que en fait, le marché, bah, il est tel qu'il est. On peut comparer les prix d'achat et tout des biens qui sont finis. Donc souvent, les marchands, en plus, ils veulent finir assez rapidement, enfin sortir d'une opération assez rapidement. Donc oui, ils vont pas vendre à des prix exorbitants. Ils vont essayer d'être dans le marché, peut-être un peu au-dessus si c'est bien fini, etc. Mais la marge, elle se fait plutôt sur tout ce qui est en dessous et pas à la revente. Tu me contredis si je me trompe, mais en général, c'est ça. Donc les acheteurs finaux sont plutôt satisfaits parce que les travaux ont été bien faits par des gens qui connaissent et le prix il est cohérent avec le marché parce qu'un marchand il n'est pas là pour mettre un bien en vente et attendre que le pigeon il se lève dans 2 ans pour acheter le bien. En général, une opération de marchand elle doit aller assez vite. Si, tu as totalement raison. Et je vais revenir sur ce que je disais au départ sur les gens qui ont envie d'être marchands et qui se rendent pas compte en fait de la chose. Et je vais le dire, et il faut que les gens l'écoutent très, 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 très bien. C'est très important ce que je vais dire. La marge se fait à l'achat. Vous faites aucune marge à la vente. La marge, l'argent que vous gagnez, vous le faites à l'achat. C'est pour ça que c'est difficile d'être marchand de biens. C'est parce que souvent les gens qui ne savent pas ce que c'est d'être marchand de biens et qui veulent se lancer achètent trop cher. Achètent ils se disent mais non mais il faut quand même j'ai de l'argent, il faut que je fasse une marge. Non, c'est pas il faut bien acheter. Moi les opérations où j'ai vraiment bien gagné ma vie, c'est j'ai été patient, on m'a proposé quelque chose, j'ai négocié, mais vraiment jusqu'aux 50 euros, 100 euros de plus, parce que je me dis, c'est à l'achat où vous faites votre marge. Donc, quand on vous dit, oui, mais là, tu achètes à 4000 du mètre, tu vas faire un peu de travaux, tu vas vendre à 5200 du mètre. C'est une grosse connerie. 4000 du mètre, vous êtes quasiment 20% en dessous du prix, 20% en dessous du prix euh, Du marché. du marché. Donc, du coup, c'est pas assez. Si votre marge elle est 20% et que vous achetez 20% en dessous du prix, c'est pas assez parce qu'il y a des travaux, il y a Des imprévus, des assurances aussi que tu dois prendre et tout ça. exactement, il y a des charges, il y a exactement des assurances, il y a l'agent immobilier à payer. À la revente, si c'est un agent immobilier qui vous a ramené l'affaire, bah, il va vouloir recroquer une deuxième fois, puisque du coup, sinon, pourquoi il vous a ramené une affaire s'il ne va pas la revendre une deuxième fois? Et vous avez zéro marge. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression, vous dites aux gens, oui, j'ai 20%, etc. Non, en fait, vous n'avez rien. Vous allez vous retrouver à gagner 1500 euros sur une opération à 150 000 euros parce que vous vous êtes trompé. Donc, c'est à l'achat. Nous, on a fait, j'ai acheté, par exemple, une grange hein, en dehors de Lyon. Et, euh, et d'ailleurs, pareil, là aussi, j'ai une petite anecdote, mais ça va être assez court. Vous savez, il y a une loi en France qui dit que pour un marchand, on ne peut pas faire non plus une marge trop conséquente, c'est-à-dire sans avoir rien fait. C'est-à-dire vous achetez un Mm. appartement à 100 000, vous ne pouvez pas le vendre à 300 000. C'est-à-dire vous pouvez, Ouais.
la loi, enfin, vous allez le faire. Mais si le vendeur se rend compte, peut se retourner contre vous en disant qu'il a été trompé et qu'il faudrait que vous lui restituiez une partie de l'argent que vous aviez gagné sur son dos, entre guillemets. Donc, il y a quand Yes. même... Ça s'appelle, c'est avec les 7/12e, 5/12e, là, une rescission pour lésion. C'est comme ça qu'on appelle en termes juridiques. Si je me Voilà, trompe donc pas, hein. C'est ça? non, mais c'est ça, mais du coup, je voulais faire un peu plus simple. Et du coup, nous, on a acheté une grange euh, à côté de Lyon que j'ai acheté. Moi, je vous dis, hein, il y avait 200 mètres carrés et pour 57 000 euros, quelque chose comme ça, si je me souviens bien, 57 ou 54. C'était une personne âgée en EHPAD. On a acheté ça à travers la famille qui revendait. Je sais plus qui avait signé. En tout cas, c'était tellement pas cher que voilà, les yeux fermés, sans condition, on a payé cash. Il s'avère que le voisin, qui avait plusieurs granges, était sur le coup. Sauf que n'ayant pas répondu à son téléphone, l'avocat qui vendait nous a contacté nous et on a pu acheter. J'ai revendu cette grange euh, quelques mois plus tard avec une grosse plus-value. Hein, enfin, tu imagines, c'était tellement pas cher que voilà. Et j'ai cette personne-là qui a contacté, qui a essayé, entre guillemets, de nous accuser d'avoir fait cet abus parce qu'il a été jaloux de ne pas avoir pu acheter cette grange. Et du coup, j'ai pu justifier, parce que du coup, je me suis retrouvé à l'urbanisme, à la mairie, en train de négocier avec eux. J'ai pu justifier parce que nous, on avait fait les VRD, puisqu'il n'y avait pas d'eau, il y avait pas de canalisation. On avait mis le compteur électrique, on avait fait une dalle béton. Et donc, tous ces frais-là m'ont, entre guillemets, sauvé la mise, parce que j'aurais pu faire une marge un tout petit peu moins importante, mais qui était quand même colossale, et ne rien faire. Et du coup, c'est pour ça, il faut bien, vous êtes marchand, il faut bien savoir où vous naviguez, quoi. Faut pas non plus. Donc, la marge, comme j'ai dit, elle se fait à l'achat, mais il y a quand même un encadrement de loi qu'il faut connaître et il faut quand même savoir naviguer. C'est des choses qu'on apprend. Voilà, hein, j'aurais pu avoir une belle leçon de vie et j'aurais Mhm. pu faire une Surtout grosse si après marge. l'argent, tu le fais travailler, genre tu aurais placé l'argent dans un nouveau projet et puis on t'aurait dit en fait, faut rembourser. Ouais, ouais, ça, on voit vite Exactement. là. Exactement. Et je te le dis aujourd'hui, je me suis déjà trompé sur des opérations. Hein. Il m'est arrivé d'acheter euh, avec un prix. J'ai fait confiance à un agent immobilier qui m'a dit non, mais tu verras, ça va se vendre, etc. Il n'y a pas grand-chose à faire. Effectivement, il y avait juste un petit coup de peinture, un peu de carrelage à faire. Ça fait un an que un an, j'ai gardé à la vente et j'étais obligé de le vendre quasiment au prix que j'ai acheté, quoi. Donc, Mhm. t'imagines, j'ai bloqué, c'était 120 000. Je les ai bloqués sur quasiment un an et pour récupérer 122 000. Ouais. C'était, voilà. Donc, c'est là que j'ai dit, attention, à qui vous faites confiance, attention, les agents immobiliers, ils veulent vendre. Hein. Donc, ils vont vous dire Bien sûr, et n'importe eux, ils quoi. Hein. connaissent rien au coût des travaux, au risque Et en plus, quand Voilà. tu es marchand, surtout là, avec la hausse des taux, euh, les taux, euh, les taux, c'est pas les mêmes, hein. Enfin, l'argent, il coûte très cher. L'argent que tu empruntes quand tu es marchand, il coûte très cher. Donc, autant sortir rapidement. Et tu peux nous dire, t'as fait des OP sur peut-être quelque chose qui serait parlant pour les auditeurs. T'as fait des OP sur, par exemple, parce que souvent on voit les marchands avec des projets compliqués. Il y en a qui, on sait, il y a plusieurs stratégies. Il y en a qui vont, par exemple, carrément faire rehausser des bâtiments. Il y en a qui vont faire des extensions. Mais il y en a aussi qui font des choses beaucoup plus simples. Acheter un appartement, peut-être rajouter une pièce ou l'enlever en fonction de ce qui est bien. Et tu pourrais nous dire peut-être admettons, à Lyon, là, qui est ton secteur, à quel prix il faudrait acheter par rapport au prix du marché. Si, admettons, tu vois, je trouve un appartement, il faut tout refaire. Tu vois, c'était un vieux qui était là depuis 50 ans. À combien tu dirais que pour une opération de marchand, il faudrait acheter en sachant que par rapport au prix de vente, si, admettons, tu as tout à refaire? En termes de prix, alors bon, comme tu le sais, hein, chaque quartier, c'est une spécificité. Hein, donc, ça va du simple au triple à Lyon. Hein, tu peux partir sur les alentours. Par rapport à un pourcentage, c'est peut-être voilà. Hmm. Il faut que tu sois au minimum à 35%.
Moi, c'est si le prix, pour moi, si je suis pas à 35% en dessous du prix du marché moyen, j'achète pas. Avant Et les donc, c'est travaux ou sûr. après les travaux, les Non, c'est 35%? avant les travaux. Avant les Ok. travaux. Et je dis ça parce que les travaux, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher. Parce que contrairement à ce que pensent les gens, c'est c'est pas vraiment ce qui coûte le plus cher. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses que vous pouvez faire vous-même. Déjà, si vous êtes débutant marchand, vous pouvez commencer par faire de la peinture. Enfin, c'est pas non plus très complexe, hein, voilà. C'est sûr que c'est plus difficile de poser du carrelage et voilà. Mais si vous voulez commencer par en disant trouver un entrepreneur qui va vous dire bah moi la démolition je peux la faire moi-même et tu fais le placo. Certes, c'est pas ce que je préfère, mais je le dis hein, pour quelqu'un qui a envie d'être marchand, il peut commencer à mettre un peu la main à la pâte si c'est vraiment la toute première opération, la deuxième opération, etc. Mais là encore, si c'est des toutes premières opérations, je conseille de pas les faire seul. Je conseille de le faire avec quelqu'un qui est déjà marchand, parce que du coup, vous allez pouvoir accéder à tout son réseau, aux entreprises avec lesquelles il travaille déjà depuis des années, et ces gens-là, bah, vous en faites vos amis, puis vous allez pouvoir faire vous-même une opération et vous aurez déjà les prix, les mêmes tarots que l'autre. Et il y a aussi des petites techniques, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'écouter euh, tout ce que vous entendez dans les formations, etc. Vous pouvez faire une grosse partie vous-même, c'est-à-dire vous allez chez le roi Merlin, vous achetez vous-même un carrelage qui vous plaît, vous achetez vous-même une paroi de douche, vous achetez vous-même et vous trouvez des petits entrepreneurs qui vont pouvoir vous aider, un petit plaquiste, un petit... Euh, c'est faisable pour faire une toute première opération et c'est là où vous allez baisser les coûts. Parce que je sais très bien que sur une première opération, vous n'allez pas pouvoir acheter pas cher. C'est pas possible. C'est vraiment, c'est impossible. Parce que nous, déjà, les agents immobiliers avec qui on travaille, eux travaillent déjà avec plusieurs marchands. C'est-à-dire que parfois, il s'avère qu'on m'a proposé quelque chose qu'on a déjà proposé à deux autres marchands et que eux, ils ont dit, ah non, c'est pas très intéressant. Moi, aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter un tout petit peu plus cher parce que ma marge, je fais aussi une marge sur les travaux puisque j'ai deux Mm. casquettes, donc deux entreprises. Donc, je marge sur mon entreprise, je marge un petit peu moins sur mon entreprise de marchand. Mais dans le contexte actuel, je te dis, je n'achète rien. J'ai tellement de trucs à la vente. Là, je dois avoir pour, je sais pas, quasiment 2 millions d'euros de produits à la vente. Donc, on peut, en ce moment, ce qui est particulier, parce que j'aimerais bien acheter, mais pour les marchands, c'est pas une bonne saison, on va dire. Ok. Bah, Mais juste avant que tu dises, pour un particulier, toi, par exemple, si tu as envie d'acheter pour Mhm. ta résidence principale ou pour investir, c'est le meilleur moment. C'est le moment où tu peux négocier les prix à la baisse d'appartements avec des travaux. Certes, tu vas me dire, mais non, mais l'argent, il est cher. Oui, maintenant, l'argent, il est cher. Mais nous, en France, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, on peut, on a Faut un taux négocier. fixe. Non, mais nous, on achète un taux fixe, hein, Mhm. quand c'est 3,5, Ouais. 3,5 hein, sur 20 ans. Hein. C'est pas, on se retrouve pas au bout de 5 ans, en fait, c'est 6% et que en fait, ton taux, il a doublé et tu sais pas pourquoi. Non, on est en taux fixe, on est protégé et du coup, tu peux toujours renégocier 2 ou 3 ans après. Tu peux renégocier ton prêt, tu peux gagner un point et demi sur ton prêt et tu relisses sur les 3 ans. Donc, tu imagines, tu as pris sur 20 ans, tu viens d'en payer 3, il t'en reste 17 à payer. Au bout de 3 ans, tu renégocies, tu dis non, mais en fait, je veux renégocier sur 20 ans encore une fois, ou 25 si tu peux. Et à ce Mhm. moment-là, tu baisses ta mensualité et parfois, tu peux même diviser par deux ta mensualité. Donc, c'est juste temporaire. Par contre, jamais tu trouveras un prix aussi bas. Là, à Lyon, déjà, les prix ont recommencé. Enfin, certains quartiers, ils sont à l'identique de ce qu'il y a il y a 2 ans hein, déjà. Ça Mhm. n'a pas remonté, mais on n'est pas loin, quoi. Ouais. Ouais, on sent que c'est un peu charnière là vers juin. J'ai dit encore un truc ce matin, on attend une baisse des taux vers juin, mais on sait pas, déjà c'est hypothétique et on sait pas du tout de quel montant ce sera. Mais clairement, moi je le vois, le marché il est beaucoup plus lent. J'avais fait pas mal de visites, là je suis en train d'acheter un bien et ben j'avais essayé de négocier plusieurs biens. Forcément ça marche pas toujours hein, les négociations, mais sur les biens que j'ai essayé de négocier sur lesquels c'est pas passé, bah, j'ai relancé hier des. J'ai dit bon bah
je vous rappelle, si jamais je suis toujours intéressé par ce bien à ce prix-là. Et là, on m'a rappelé juste avant, mais en fait, on avait le podcast, donc j'ai pas pris l'appel. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment le bon moment. Et puis après, il faut toujours se poser la question. Admettons, tu achètes pour 100 000 euros à 4%, donc tu vas peut-être payer 2% de plus qu'avant. Ça fait 2 000 euros par an. Donc si tu achetais un bien 15 000 euros moins cher qu'il y a 1 ou 2 ans, bah, en fait, t'es gagnant si tu renégocies dans 2, 3 ans ou si le prix remonte. C'est vraiment une bonne opportunité. Après, voilà, c'est ça. Si tu as des biens, c'est différent. Si t'es déjà endetté, comme nous, on est déjà aussi endetté, bah, tu peux peut-être nous raconter justement comment tu subis le marché. Euh, En quoi bah, ça t'a. Voilà. Quelle est ta stratégie justement? Est-ce que toi, tu vas, en tant que marchand et vendeur, tu vas plutôt attendre parce que tu arrives à attendre? Est-ce que tu es prêt à baisser tes prix? Quel est ton point de vue sur justement cette situation actuellement? Et en fait, je t'avoue que j'ai fait absolument de tout ce que tu m'as dit, hein. Absolument tout. J'ai pu faire de tout. Euh, le, les projets sur lesquels je suis actuellement, il y a certains biens immobiliers que je garde. J'ai eu la chance de financer un immeuble sur une longue durée, sur 20 ans, que j'ai fait en marchand. C'est un peu Ok. particulier. Parce que, tu sais, nous, en tant que marchand, on a un taux réduit de TVA. Enfin, quand on dit TVA, À taux condition que réduit tu de t'engages à de frais de ah mutation, ouais. non, voilà, sur 5 ans. Donc il faut qu'on arrive à revendre le bien immobilier en 5 ans. Sauf que parfois, les banques ne lisent pas forcément les documents comme il faut et du coup financent sur 20 ans un projet que tu es censé vendre dans 5 ans. Donc c'est ce que j'ai eu la chance de faire sur un projet à Caluire, que j'ai toujours hein, depuis 1 an et demi à la vente. Donc si tes auditeurs, certains cherchent un immeuble de rapport à Caluire près de Lyon, il y a une très forte rentabilité, on est quasiment à 11%. Sauf que c'est des projets, c'est ça le problème, c'est que c'est des budgets en totalité qui avoisinent le million d'euros. Donc il faut quelqu'un qui ait les reins solides pour investir 1 million d'euros. J'en ai un autre à Lyon 6 qui est pareil, c'est le budget global. Il y a 13% de renta brute et on est à 980 000 euros d'investissement global. Acquisition, droit au bail, travaux, gestion, mise en location, etc. pour 2 locaux commerciaux et 3 appartements. Alors qu'on est en plein cœur du 6e arrondissement, l'équivalent du 16e à Paris. Hein, c'est du patrimonial haut de gamme, on va dire. Et ben, on trouve pas preneur parce que budget trop important, parce que taux hyper élevé et que les gens, bah, ceux qui ont 1 million, bah, ils sont prudents, ils disent bah non, je vais attendre, ce qui est con, hein, à mon avis, Hmm. mais bon, parce que 13% de Ouais. rentable, ça couvre largement Les les 4% 2% de. Hmm. ouais, les 2% de plus ou Hmm. 3% de plus qu'ils ont pris. Mais bon, c'est les arguments que j'ai moi que les gens ne comprennent Hmm. pas forcément. Mais Et du coup, je pense que c'est ce qu'on peut juste, si je peux te couper, c'est un truc que, enfin, moi, j'ai bien vu à un moment, j'achetais, je revendais des voitures. Et à un moment, j'avais notamment une Porsche à vendre, j'avais les super bien acheté et c'était vraiment par rapport à la cote, je la revendais à un très bon prix vu que je l'avais très bien acheté. Et j'ai vu que j'avais eu du mal à la vendre alors que j'avais eu des Alfa Romeo, des Hyundai, des trucs comme ça que je vendais beaucoup plus facilement parce qu'en fait, il y a quand même une pyramide du pouvoir d'achat. Les choses pas chères, il y a tout le monde qui peut les acheter, enfin presque tout le monde. Et les choses à 1 million, même, tu vois, si on te propose demain une Bugatti à 500 000 euros, bah, ce sera une bonne affaire, mais il n'y a pas tout le monde qui peut l'acheter. Donc, en fait, t'as quand même, et quand tu es vendeur, c'est un vrai sujet. Et aussi quand tu es investisseur immobilier, on le voit bien, des biens qui sont un peu modestes, ou enfin, tu vas peut-être les louer 500, 600, 700, 800, et un bien qui est 3, 4 fois mieux, tu n'arriveras pas à le louer 2000 euros, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent payer ces loyers. Donc, faut toujours, c'est toujours un double raisonnement c'est qu'il faut exactement avoir. ça. C'est exactement ça. Et surtout, tu vois, moi, les 2 projets dont je te parlais tombent dans entre guillemets un vide. Il y a une partie des gros investisseurs qui eux peuvent se permettre d'acheter des immeubles entiers. Euh, Ceux qui ont des foncières familiales ou bien je travaille avec eux hein, où ils cherchent des immeubles aux alentours de 4 à 7, 8, 10 millions d'euros, des immeubles entiers. Voilà, ces gens-là, pour eux, c'est trop petit. Et c'est Mhm. exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est trop grand pour les personnes lambda qui veulent investir et c'est trop petit
pour les grosses boîtes, pour les grosses foncières qui investissent du patrimoine familial en dizaines ou en vingtaines de millions d'euros. Et du coup, on se retrouve entre guillemets dans une sorte de vide. Voilà. Donc là, j'ai une autre solution par exemple, sur le projet de Caluire, et c'est ce qu'on est en train de travailler avec l'architecte avec qui je bosse, c'est la vente à la découpe que je voulais pas forcément faire au départ parce que du coup, c'est des coûts supplémentaires. Là, t'imagines, c'est un immeuble où il y a qu'un seul compteur. Donc, il faut que j'en fasse 6 autres. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des portes, des couloirs communs. Il faut que je fasse ouais, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, à la base, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc maintenant, je suis obligé, entre guillemets, d'être créatif et de trouver d'autres solutions pour gagner quasiment la même rentabilité, mais en ayant 2 fois plus de boulot, quoi. À cause du contexte actuel. Yes. Voilà. Mais voilà, après, c'est ça, hein, aussi, c'est savoir s'adapter, hein, quand on est entrepreneur, et puis pas mettre toutes ses billes en même temps. Tu peux peut-être nous raconter ta carrière d'investisseur immobilier aussi, et notamment tu as une foncière, donc tu as des biens en nom propre et tu as carrément une foncière. Tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que tu as cherché, quel bien, vers où, quelle a été ta stratégie et Du pourquoi tu as coup, une foncière? c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure, en fait. C'est en côtoyant des marchands, des gros marchands, des gens qui investissent en millions. Et bah, du coup, j'ai un peu copié leur stratégie. Euh, Tu sais, maintenant, tout le monde dit oui, il faut avoir une holding, etc. Ouais, la holding, elle sert à rien, hein, si t'as pas du cash qui rentre, hein. Donc, voilà. Mais il y a certaines techniques, et notamment, je vais te raconter, toi, en tant que particulier, si tu veux acheter de l'investissement locatif, il faudra justifier de ton revenu, de ton salaire, du salaire avec la personne avec qui tu vis, de votre patrimoine familial, etc., qui va être mis dans la balance. Et du coup, vous avez ce taux d'endettement qui est en France de un tiers, 33%, qui est largement dépassé. Si tu as acheté ta résidence principale, tu as un crédit voiture et un petit studio, c'est fini, tu peux plus rien acheter. Voilà. Donc, c'est la manière que j'ai trouvée et qui m'a été, entre guillemets, montrée par ces marchands-là, c'est de passer par une société foncière. Donc, c'est une société. C'est pas du tout c'est pas un investissement en SCI, hein. Les SCI, c'est complètement différent, hein. Vous pouvez acheter avec votre membre de famille, etc., ou des amis. Mais là, je parle d'une vraie société. C'est-à-dire que le but de la société, c'est acheter de l'immobilier et faire de l'argent, gagner de l'argent, comme un magasin, comme un restaurant, comme ce que vous voulez, avec le loyer perçu. Et donc, du coup, j'ai préparé par rapport à ça un projet avec mon comptable. Et du coup, un investissement sur 5 ans en disant, bah, voilà, on va acquérir 2 appartements la première année, 2 autres la deuxième année, ensuite 4, ensuite 6. Voilà la progression, voilà le taux de rentabilité. Et tout ça, ça a un coût. Et on a acheté, du coup, on est sur la deuxième année déjà. Et du coup, on a un peu dépassé puisqu'on a déjà 7 appartements. Donc, on a acheté des appartements qu'on a divisés aussi. Et bien entendu, au début, c'était difficile parce que du coup, on nous demandait des garanties énormes. On nous a demandé de mettre pas mal de capital et on nous a demandé aussi de mettre du cash pour pouvoir acheter les premiers biens immobiliers. Ensuite, on a eu la confiance des banques et maintenant, on achète. En fait, on leur propose quasiment un dossier par mois. Il y en a un sur deux qui passe, on va dire. Et on essaye de trouver au maximum des biens immobiliers hyper rentables. C'est-à-dire qu'en fait, là, sur les 7, j'en ai 4 qui sont destinés, que je suis en train de rénover d'ailleurs, qui sont destinés pour du Airbnb. J'ai un qui est destiné à la colocation. Et après, quand je dis 7, hein, c'est que parfois, c'est un appart qui a été divisé en deux. Donc, pour moi, c'est 2 lots, hein. Mais quand on a acheté, c'était un seul. Et donc, le dernier, qui est un seul, qui sera coupé en deux pour de la location classique, puisque du coup, on est un peu limité à Lyon, euh, tu sais, avec Pour le l'échange. Airbnb, Exactement. Donc, changement de destination. ça sera de la location classique meublée haut de gamme. Du coup, Ok. c'est pour pouvoir, entre guillemets, avoir le maximum de loyer possible. Et donc, on propose le maximum de services possibles, y compris lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, dans des petits studios. On arrive à faire de la belle prestation pour pouvoir louer ça. Tu sais, on a le plafonnement des loyers, donc pour pouvoir respecter et avoir les 30% supplémentaires du plafonnement des loyers. Ok. Et voilà.
Parce qu'il y a à Paris, comment ça s'appelle de nouveau? Donc, tu as le loyer qui est plafonné et après, ils appellent ça, c'est pas le supplément, il y a un nom spécifique, non? Je sais plus comment ils appellent ça. Tu Euh, justifies en tout cas, voilà, de prestations qui sont oui, supérieures exactement, au marché. exactement. Et du coup, parfois, on a, bah là, l'appart que j'achète, c'est le dernier qu'on va couper en deux là, il est très très bien placé. Donc du coup, on n'a pas ce problème-là parce qu'il a une belle vue, il est ensoleillé, Mm. etc. Il y a certains apparts, il y en a un qu'on a court touché qui est sur court, qui est Mm. moins voilà. Donc du coup, on est obligé de faire des prestats un peu plus haut de gamme, c'est-à-dire mettre des écrans plats super sympas, de faire de la belle déco, de mettre là j'ai trouvé des lave-vaisselle, des demi-lave-vaisselle encastrable, super Ok. joli. Voilà, on met des frigos Smeg, on va mettre des choses un peu plus sympas, un peu plus pour pouvoir justifier justement du loyer au plafonné max. Ok. Ça marche. Et ça, quand tu dis on dans la foncière, t'es tout seul, t'es avec ta femme, t'as des Ah associés? ouais, non, je suis avec ma femme. Ok. C'est une foncière familiale. On a, bah, tu sais, je rigolais tout à l'heure sur la holding, mais la holding, elle me sert énormément parce que du coup, on a une holding. Euh, En fait, une holding, ça a du sens, surtout si tu as une activité commerciale. Si tu que de l'immobilier, en fait, ça te sert presque à rien d'avoir une holding. Mais toi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ta société commerciale génère de l'argent, ta société de construction ou de marchand, et ensuite tu l'injectes via la holding dans les oui, autres sociétés. souvent, les gens qui vont vous présenter en me disant ouais, c'est bien de faire une holding parce que vous faites une remontée et que vous payez que 5%, etc. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas pour ça à la base que j'avais fait la holding, moi. C'est parce que moi, j'avais, ayant plusieurs sociétés, moi, j'ai besoin d'une convention, ce qu'on appelle une convention de trésorerie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une société, la société de bâtiment, par exemple, qui va faire, je sais pas, 100 000 euros de résultats. Je vous donne un exemple. 100 000 euros de résultats. Donc, en trésorerie, j'ai 100 000 euros qui sont sur un compte, qui me servent à rien, entre guillemets, parce que c'est le résultat que je dois redistribuer ou réinvestir. Je peux récupérer cette somme, la passer par la holding, et cette holding décide du coup d'investir dans la foncière comme apport pour acheter un autre appartement et du coup un autre et un autre et un autre. Et du coup, Mm. au lieu de prendre des dividendes, payer 3 fois l'impôt, remettre cet argent en compte courant sur la société, du coup, il vous reste quasiment rien comme apport. En fait, vous prenez l'argent d'une société, vous l'utilisez pour l'autre société. Hop, comptablement, il y a C'est un c'est prêt, en super fait. bien fait. C'est un prêt, une Ouais, après, créance. en fait, non, c'est pas vraiment un prêt. C'est l'argent appartient au groupe, quoi qu'il arrive. Mm. C'est, alors, nous, on a fait une intégration de toutes nos sociétés dans ce groupe. Et bien entendu, on a une comptabilité commune. Et donc, la condition était que toutes les sociétés soient détenues au moins à 95% par nous, par le. Donc, on a par exemple des participations sur des startups. Et d'ailleurs, ça, j'invite les gens à se renseigner parce que c'est super intéressant de faire ça. Donc, on a investi dans 2 startups, une qui est dans la green tech, qui s'appelle Green Body, et on a investi dans une autre startup qui est un peu plus particulière parce que c'est un peu pointu, c'est de la tech aussi. Ils font des logiciels spéciaux pour les imprimantes qui, vous savez, vous pouvez vous faire des hoodies avec des trucs un peu spécialisés, personnalisés, je veux dire. Et du coup, ils font des logiciels pour ces machines-là qui s'appelle Super Pictor, qui est un peu moins, je veux dire, mainstream. Mais c'est des petits, c'est des startups sur des amis à Lyon qui ont monté ça. Et on a été vraiment, vraiment ravis de bosser avec eux. Et du coup, ça se passe super bien parce que du coup, leur valorisation a explosé. Et du coup, nous, on sait très bien qu'à un moment donné, la Il y aura une holding sortie. il y aura une sortie, on va récupérer 2, 3 fois notre mise minimum, quoi. Donc, vous pouvez, vous aussi, hein, même avec 1500 balles, j'ai vu, parce on a accès, nous, à tous les investisseurs de ces sociétés-là. Et il y a des gens qui ont investi avec 1500 euros, quoi. Donc, ils ont mis un petit Mm. peu d'argent de côté, ils ont participé, ils ont vu que la startup leur plaisait, ils ont investi, ils ont fait confiance, et puis voilà, ils vont sortir 5 6 000 euros dans quelques années.
c'est une manière aussi d'investir. Et nous, on a voulu diversifier un peu notre portefeuille, aider nos amis, puisque c'est des amis qui font ça. Et ça permet, lors d'une sortie, je pense on va bien se frotter les mains, on va dire. Yes. Ok, top. Le dernier point qu'on peut peut-être aborder, c'est rapidement, parce que toi, c'est pas ton domaine ta zone de génie, on va dire, mais c'est l'immobilier en Roumanie. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Comment ça se passe? Quelles sont les spécificités du pays dont tu as connaissance, même si du coup, si Non, j'ai ma femme qui avait un appartement en Roumanie, qui l'a vendu pour investir l'argent ici. Mais c'est un peu spécifique quand même, hein, malgré que c'est des très bons investissements. Donc je peux pas nier que notamment Bucarest, donc la capitale, et Cluj, qui est la deuxième plus grande ville, où c'est une ville étudiante. Je conseille vivement, si vous avez des petits budgets, et que vous voulez faire un investissement un peu sympa, il y a des belles affaires à faire. Il y a des belles affaires. Alors, la chose que moi j'aime moins, c'est cette. Il y a une manière un peu bizarre, c'est que là-bas, contrairement à ici où vous avez acheté un appartement et que vous mettez un locataire en place, eh ben c'est à lui de se débrouiller, de se faire son contrat d'électricité, son contrat de gaz ou son contrat d'internet. C'est pas le cas en Roumanie. En fait, les contrats sont faits sur la base du propriétaire. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire. Imaginons, vous avez 10 appartements en Roumanie, vous avez acheté un petit immeuble, vous avez 10 appartements, et ben vous vous retrouvez avec 10 abonnements électriques, 10 abonnements gaz, 10 abonnements Internet, et vous êtes, plus l'eau. entre guillemets, plus l'eau, et vous êtes, entre guillemets, responsable. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne, elle décide de se barrer sans payer ses factures et de plus jamais vous répondre au téléphone, bah, vous vous retrouvez à payer la facture. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus risqué, à mon sens. Et je trouve ça très con, d'ailleurs. Mais bon, après, en partant sur des sociétés de gestion, du coup, on lisse ce risque. Et à ce moment-là, c'est la société de gestion elle-même qui gère ça, puisque du coup, disons, vous pouvez aussi prendre des garanties loyers impayés, ça existe là-bas aussi. Mais en contrepartie, vous allez avoir des rentabilités énormes, puisque du coup, notamment à Cluj, je sais que j'ai quelqu'un qui a un studio, alors qui est de nationalité certes roumaine, qui est à Lyon, mais qui loue un studio qui a acheté 70 000 euros, il loue ça à 800 balles, quoi. Donc, c'est, Ça fait une euh, bonne renta. bah, en fait, il y a énormément d'étrangers du Moyen-Orient qui, comme c'est des écoles pharma, médecine, qui sont très Mhm. très cotées en Europe. Et du coup, ces gens-là n'ont pas notamment la notion du prix du loyer. Eux, ils comparent par rapport à leur pays. Nous, on se dit, bah, un studio, enfin, quand je dis studio, hein, là-bas, c'est 40 mètres carrés le studio. Hein, c'est pas, il n'y a pas des Mhm. studios de 15 mètres carrés comme chez nous, ou 12, ou 10 comme à Paris. Mais des apparts, des T2, voilà, donc ça va être aux alentours de 800 euros, 900 euros. C'est quand même quasiment le loyer de Lyon, hein. Mhm. Sauf que nous, on n'achèterait à 70 000 euros, hein. À 70 000 euros, vous achetez des greniers, des caves, hein. Enfin, Mhm. c'est pour ça que je dis, la renta, elle est énorme, mais il y a quand même, voilà, il y a un risque, il y a quand même un risque de vacances locatives, hein, quoi qu'il arrive, hein, parce que du coup, contrairement à Lyon Ouais, c'est où pas tous les matins non plus où tu trouves quelqu'un à voilà, il faut 800 quelqu'un, euros. c'est ça, de qualité, qui respecte ton appartement, voilà. À Lyon, c'est plus simple puisque du coup, on a 5 demandes pour un appartement disponible, et Mhm. donc du coup, c'est sûr que Ça c'est va beaucoup toujours plus à louer. simple. Mais La l'argent rentabilité. ouais, la rentabilité, elle est catastrophique en ce Mhm. moment à Lyon. Yes. Donc voilà. C'est vrai que, mais c'est une bonne, en tout cas, enfin, ce qu'on peut dire peut-être pour les personnes qui sont pas au courant, c'est que je pense qu'en Europe, maintenant, surtout toutes les grandes villes d'Europe, elles ont eu tendance à attirer. Le marché, il est un peu global de la location, même si bien sûr, il y a des spécificités par pays. Mais parce que, enfin, si je demande à ma grand-mère, est-ce que un appartement en Roumanie, ça se loue plus cher que à Lyon ou à Strasbourg, elle va dire non. Mais en fait, c'est sûr que voilà, aujourd'hui, bah, il y a eu des pôles, il y a eu des échanges, il y a eu l'avion aussi qui s'est beaucoup démocratisé. Et en fait, les grosses villes de chaque pays, elles ont eu tendance à. C'est pareil, on a Nico qui est en Pologne, à Varsovie et tout. Il vous dit
enfin, le marché voilà, les grosses villes ont eu tendance à prendre toute l'attractivité et maintenant faut plus penser vraiment par pays, mais plutôt par ville. Moi, j'ai un bon ami qui a un appartement à Sofia aussi en Bulgarie. Il m'a dit un peu les loyers et tout ça, bah, c'est plus élevé qu'en Alsace, quoi, par exemple, qui peut louer, alors que il a acheté ça dans les 1000 ou 1500 euros du mètre carré au départ. Donc, voilà, il y a des spécificités, mais après, il faut bien connaître le pays, hein. Il y a des grosses spécificités légales, on le voit déjà en France, même si on se forme, les lois, elles changent tout le temps. Il y a donc, Nous, c'est nous à vos risques et périls, quoi, hein. C'est toujours pareil, hein. exactement. Non, nous, franchement, la vérité, j'ai déjà du mal à investir dans d'autres villes que les villes de Lyon Ouais, c'est et ça. la périphérie parce que j'aime être sur place, j'aime bien faire les travaux moi-même, enfin par mes gars, et j'aime bien contrôler entre guillemets voilà, être là en cas de problème. J'ai acheté 2 appartements sur Marseille. Euh, Petite anecdote, euh, je signe l'appartement le vendredi. Le mardi, j'envoie une équipe pour faire la démolition. Il y avait déjà des squatteurs dans un des appartements. Donc, ouais. Donc police. Alors que le euh, vendredi, tu l'avais vu. Le vendredi, tu avais le, vu l'appart. le Enfin, c'était vendredi, vide. c'était vide, c'était tout nickel. Et par chance, ils ont squatté entre lundi soir et mardi. Et du coup, il n'y avait pas les 24 heures. Et j'ai pu les foutre dehors. Mais c'était et en plus nous on était en vacances avec ma femme en Turquie et j'ai fait tout ça par téléphone quoi. C'est-à-dire que mes gars ils sont arrivés le Yes. matin, ils m'ont dit la porte de l'immeuble est fracturée, la porte Putain. et il y avait des affaires partout, Hmm. il y avait et du coup quand la police les a emmenés pour vider les lieux, on a trouvé des serrures neuves. Donc, ils étaient prêts à réinstaller des Change. serrures. Voilà, exactement. Il y avait des sacs, des baskets, tout ce qui était produit de toilette. Il y avait des cartons entiers. Ils étaient là, venus. J'emménage, quoi. Je suis chez moi. Punaise. Voilà. Et du Et tu coup, penses ouais, que on quelqu'un a. leur a dit qu'il y avait eu un changement de propriétaire ou quelque chose? Ou c'était un hasard? J'ai un peu de doute de la personne qui nous a vendu l'immeuble parce que Parce du que là, coup, franchement, ça paraît vraiment en trop fait, la court, quoi. personne, Enfin, trop court pour que ce soit du hasard. c'est ça. Non, mais la personne qui nous a vendu l'immeuble euh, nous a nous a dit que il a eu du mal à virer certains locataires. Ok. Et du coup, sachant que c'est Marseille centre, hein, c'est pas Marseille, c'est Marseille près de Gare Saint-Charles, c'est près du port, c'est quartier limite quoi. Enfin, là où on était, c'était sur une belle place, très ensoleillé, c'est super sympa. Mais voilà, tu prends deux rues plus loin, il y a des poubelles partout, voilà. Et du coup, on a pris ce risque en disant, bah, on achète tellement pas cher. C'était vraiment, vraiment pas cher par rapport au prix du marché que ça vaut le coup. C'était des alentours de 70 000 euros un appartement. Hein, donc, tu imagines, en Hmm. plein centre de Marseille, en plus pour faire du Airbnb, c'est magnifique. Euh, et du coup, on a regretté. Et en fait, c'est cette tentative de squat qui m'a fait que j'ai changé complètement d'avis. Et j'ai dit, bon, moi, c'est trop loin pour moi. Hmm. Et du coup, les appartements, ils sont compromis puisqu'on les vend. Et du coup, on doit signer là courant avril, quelqu'un qui les reprend, tout rénové, tout clé en main pour du Airbnb. Donc, on fait une opération de marchand sans avoir Sans voulu l'avoir faire une voulu au opération. départ, ouais. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que je dis à l'achat, c'est là où on a fait là notre marge, parce que Hmm. du coup, on aurait acheté au prix du marché, on aurait fait les travaux, on aurait eu cette tentative de squat, on serait hyper démoralisé, on se serait retrouvé à vendre à perte, puisque du coup, on avait envie Hmm. de quitter, on avait envie de sortir, on s'est dit non, c'est pas pour nous. Et du coup, bah, cet argent-là, on le réinvestit justement sur un appartement à Lyon et on va faire quasiment hein, la même rentabilité. Ok. Bah, top. Voilà. Et en tout cas, je pense que ce qu'on peut vous dire, et que c'est une bonne leçon que je vais vous dire, c'est que c'est pas parce que tu es roumain que tu sais investir en Roumanie, c'est pas parce que tu es même lyonnais que tu sais investir à Lyon, c'est pas parce que tu es hongrois que tu sais investir en Hongrie, et encore moins parce que tu es français expatrié en Norvège, à Dubaï ou je ne sais où, que tu connais quelque chose à l'immobilier et au marché du pays. Voilà,
Demandez toujours aux Ouais. gens ce qu'ils ont fait pour avoir un avis. Mais en tout cas, le fait d'habiter quelque part ne fait pas du tout de toi un Ça bon garantit rien. investisseur. Ah, ça, c'est Voilà. sûr. Non, mais il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut écouter les gens. Et quand c'est trop beau pour être vrai, c'est C'est que que c'est ça trop l'est. beau pour être, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc, Yes. donc, voilà. Ok, top. Bah écoute, si on veut te contacter, si on veut acheter un de tes deux biens à plus de 10% de renta dans la région lyonnaise, comment on fait? Déjà, j'en ai d'autres. Vous avez mon Instagram, Radu for real, Radu pour de vrai, Radu for Ouais. real. Tu pourras le mettre dans la Ouais, bien description sûr, de tu ta seras vidéo. tagué. Et vous m'écrivez, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie de conseils, si vous avez envie d'investir sur Lyon et que vous ne savez pas par où commencer, vous me faites un message et je me ferai un grand plaisir de vous montrer tout ça. Eh ben super. Merci beaucoup, Radou. Je te souhaite une très bonne journée et à très Merci, bientôt. c'était trop bien. Merci. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez reprendre votre vie normale. Petit rappel, si vous voulez, du coup, que j'organise ces 3 sessions avec mon expert comptable, contactez-moi info@bybepatron.net ou vous allez sur mon site grosbillet.com. Vous avez tous les liens, le lien pour le Telegram aussi. Rejoignez-nous sur Telegram. Si vous êtes un peu anti-conspirationniste, eh ben Telegram, ça semble être la meilleure plateforme. Et donc, ouais. Et puis, bien sûr. Pensez à prendre soin de vos gros billets. Pour ça, allez sur mon site grosbillets.com. Vous en saurez bien plus sur le sujet. Et sinon, prenez soin de vous, de vos gros billets et de votre famille. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière avec Anthony qui nous explique comment habiter gratuitement et voyager gratuitement et combien rapporte le business d'une laverie. On se retrouve la semaine prochaine et à très bientôt. Bye bye.